Ce qui se passe actuellement au RHDP pourrait redéfinir l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Après les législatives, une nouvelle dynamique s'installe, sanctions, tensions internes, candidats écartés. Certains parlent d'une stratégie nécessaire. D'autres y voient un risque majeur pour l'équilibre politique du parti. Une chose est sûre, quelque chose est en train de changer. Dans cette vidéo, on va décrypter ce qui se joue réellement en coulisses. Like et abonne-toi pour ne rien manquer des analyses qui vont plus loin dans l'actualité. Cette sorte d'épuration pour garder ceux qui sont prêts pour la bataille avec certainement TBO, et ceux qui ne sont pas prêts, on les exclut de sorte à les traiter comme des adversaires politiques. Je pense que le RHDP est dans cette disposition, et si je veux observer la vie politique de façon, je dirais, distante, je dirais, mais le RHDP se prépare pour 2031. J'espère que les autres partis en font autant. Ouais. Je ne pense pas moins que ce qu'a pu dire le président. Effectivement, le RHDP l'avait annoncé. On sanctionnera tous ceux qui iront en candidature indépendante. Et on voit les conséquences justement de ces candidatures indépendantes, notamment dans certaines zones dites acquises. C'est que des candidats investis par le RHDP mordent la poussière. Je le dis en pensant notamment à mon cher confrère Aboulaye Meïté, justement, qui a mordu la poussière à Kani, avec à ses côtés tout l'état-major du RHDP. Et sans cette candidature de Yahya Meïté, eh ben, il n'y a pas cet échec-là. Donc, lorsqu'on voit sa qualité, on sait qu'il était quand même très investi au sein de l'Assemblée nationale avec des responsabilités très importantes. Lorsqu'une figure comme celle-ci en vient à perdre du fait de candidatures dissidentes, il est certain que l'état-major se réunit et dit, en fait, pour l'avenir, il va falloir éviter de se retrouver dans des situations similaires. Donc, c'est une logique qui se poursuit et qui vient aussi, comme a pu le dire le président, fixer un cap pour l'avenir. À l'avenir, vous partez en indépendant, vous l'assumez, il n'y aura plus de retour possible et il faut aussi ici marcher d'un pas commun vers ce que le président a pu dire tout à l'heure, à savoir l'élection prochaine ou les velléités d'élection d'un proche du président à l'Assemblée. C'est intéressant, ça, on parle beaucoup des problèmes internes du PDCI, mais là, on voit un parti aussi qui est à l'épreuve de l'unité. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Pour moi, c'est logique. On est dans une optique de succession. On prépare, en fait, d'accord, une nouvelle vision, en fait, certainement pour le cap de 2030, jusqu'à peut-être même 2035, je dirais. Parce que 2050, les annonces. Si vous remarquerez, en fait, que comme M. Ouattara, à partir de 2015, on va dire véritablement 2020, en fait, sur les législatives, ils avaient une stratégie de laisser d'accord certains indépendants qui opéreraient dans les zones et qui par la suite en fait viennent à rapporter en fait d'accord la victoire au RHDP. Et il faut savoir qu'aujourd'hui il y a une succession qui se prépare, ce n'est pas un secret de polichinelle et je pense que M. Téné Ouattara, il a compris, il n'est pas M. Alassane Draman Ouattara. Il a besoin déjà de partir avec une ossature vraiment forte et avec une discipline. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les indépendants font tâche un petit peu d'accord dans le dispositif et la stratégie même des élections législatives du RHDP. Souvent, on a des guéguerres et on a même souvent certains sujets traités qui semblent litigieux. Par exemple, dans le cadre du Nord, dans le Septentrion, on a souvent certaines populations qui se plaignent en matière de politique de développement ou en fait sur la posture de certains élus qui sont quasi inexistants sur 4 ans et quand c'est le moment des élections, ils reviennent en fait dans une campagne de séduction. Et je pense que le RHDP n'a pas besoin de cela. Parce qu'au-delà de M. Téné Ouattara aussi, il y a certaines personnes qui sont tapis dans l'ombre, qui ont... Des ambitions. Oui, bien sûr, ça c'est naturel, nous sommes des humains. Donc ces personnes-là, naturellement, aussi, d'accord, profiteraient de ce moment de ce moment de dispersion pour pouvoir aussi imposer leur leadership. Parce que quand on parle aujourd'hui, on parle véritablement d'indépendants qui troubleraient en fait la stabilité du RHDP. C'est vraiment dans leur zone de prédilection, c'est dans le Septentrion. Et on l'avait déjà remarqué ici que dans le Septentrion, il y a cette forme de liberté en termes d'élection de certains indépendants qui passent contrairement à d'autres zones. Donc je pense que ils se préparent, ils savent que voilà, le successeur n'est pas forcément le profil de M. Alassane Draman Ouattara, donc il faut repartir sur des élections même à venir, des élections test, les municipales, les régionales, et il faudra véritablement imposer une forme de discipline, de telle sorte qu'on n'entende pas encore dans ces zones-là qu'il y aurait des indépendants potentiels qui viendraient ravir la cote de popularité du choix fait par le parti. Donc si juste dit que en fait les municipales et les régionales à venir, c'est le texte de popularité de Téné Ouattara. C'est là où on verra si véritablement les populations sont d'accord avec ça. Jean-Yves. Oui, en fait, il est clair, je pense que le président l'a dit, hein.
c'est pour avoir cette légitimité-là, parce que Téné Birahima Ouattara, c'est qu'il n'est pas Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, il sait qu'au sein du parti, au sein du RHDP, il y a d'autres velléités aussi. Il y a des gens qui ont essayé de manifester leurs ambitions, mais ces derniers-là ne sont pas partis et ils n'ont pas abandonné. Donc il sait que de son côté aussi, il doit quand même asseoir cette légitimité-là. Et quand on sait que tout ce qui était, moi je pense que le directoire du RHDP aussi, c'est un directoire qui a été cousu, je veux dire, à sa mesure, hein, pour pouvoir l'accompagner dans ces nouvelles fonctions qu'on lui prédit, voilà, à l'avenir et tout. Donc, c'est pour pouvoir l'accompagner là-dedans. Et lorsqu'on voit qu'il y a eu pas mal de dissensions, voilà, il faut remettre en fait le train sur les rails et c'est ce qu'ils essaient de faire. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est le bon timing? Pour répondre à la question de est-ce que c'est la bonne méthode, je dirais non. Je dirais non parce qu'en fait, c'est un couteau à double tranchant. Vu que c'est-à-dire c'est dans des bastions. Et puis, je veux dire, c'est le terrain qui a décidé de mettre des personnalités qui n'étaient pas choisies par le parti à la tête. Donc, est-ce que aller à l'encontre, c'est-à-dire sanctionner ces personnes que, je veux dire, les militants de base, ou bien la base a choisi, est-ce que c'est la bonne méthode? Je me pose des questions. Est-ce que cela ne peut pas créer d'autres tensions aussi? Maintenant, est-ce que c'est le bon timing? Là aussi, je me pose des questions. Je peux dire oui, en même temps non, parce que comme le président l'a dit aussi, on a 2 ans jusqu'au municipal. Donc, je pense que si les sanctions tombent aujourd'hui, le temps des négociations, forcément, il y aura des sables à idées, hein, il en aura. Donc, le temps des négociations, le temps des ralliements et le temps que je veux dire, ces différents élus-là essaient de rentrer dans les rangs pour véritablement respecter l'ordre décidé par le parti. Je pense qu'en 2 ans, ils pourront quand même se renforcer. Mais ce qui est aussi dommage dans tout ça, c'est qu'effectivement, on a une opposition qui est comateuse aujourd'hui. Il faudrait qu'on se le dise. Voilà, donc, et je pense que c'est ce que le RHDP a essayé d'analyser. Ils se sont dit que vu que l'opposition aujourd'hui est endormie, on peut essayer quand même de faire le ménage. Parce que je pense que le RHDP n'aurait jamais eu à le faire si cette opposition-là était en puissance. On se souvient que le président Ouattara, par le passé, avait menacé de traquer ces personnes tapies dans l'ombre qui soutenaient des candidatures indépendantes. Mais finalement, il ne l'avait pas fait. Aujourd'hui, c'est le même, c'est le même discours que le directeur du RATP a prononcé. Mais est-ce qu'ils iront jusqu'aussi à la fin? Est-ce qu'ils iront jusqu'à véritablement, à sanctionner pour ne pas exclure ces élus-là du parti? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que la méthode et tout ce qui se fait avec aujourd'hui, en tout cas, il faudrait qu'ils aillent vraiment avec la méthode. Sinon, ils risquent derrière de perdre gros. Et si jamais l'opposition prend conscience de cela et que l'opposition se réveille, ça peut, voilà, ils pourront faire changer les choses. Pour qu'on puisse avancer. Norbert, vous avez une information, je crois, à me donner encore. Ah oui, oui, tout à fait. C'est au sujet de Abderrahmane Cissé. Ah, d'où la photo alors. Ah oui, on voit sa photo. Ouais. Il semblerait qu'il soit candidat au poste de directeur Afrique du Fonds monétaire international. Alors j'ai appris ça parce que j'ai reçu une lettre que j'ai pu authentifier d'un groupe de citoyens ivoiriens vivant aux États-Unis qui a écrit au FMI pour dire tout le bien, et quand je dis tout le bien, c'est ironique, qu'il pensait de M. Abderrahmane Cissé, pour raconter les liens entre M. Abderrahmane Cissé et Mme Nina Keïta, et pour dire qu'il ne fallait pas le nommer. Alors, bon, moi je ne savais pas si vous le saviez, qu'il était candidat au poste de directeur Afrique du FMI. Je rappelle quand même que c'est un poste qui a été occupé par un certain Alassane Ouattara, jadis, c'est comme ça que je l'avais rencontré pour la première fois, à cette époque, ça ne nous rajeunit pas. Et voilà, alors la lettre, si ça vous intéresse, elle est un peu longue, mais on la voit là, je peux vous dire 2-3 petites choses qui sont écrites dedans. L'info, c'est que c'est sa candidature. Je ne sais pas si vous avez eu cette information. Non. Moi non, je n'étais pas. Donc, c'est une info. Moi, si je Cette info n'a pas besoin de couler. Cette lettre, je termine. Cette lettre a été signée donc par un collectif d'Ivoiriens vivant aux États-Unis. Elle est signée de Monsieur Bernard Ndri,
qui est le patron de ce collectif, et il s'adresse donc au board du FMI pour dire deux, trois petites choses. Alors, dans la lettre, et je vous la traduis, elle est écrite en anglais, il parle de Madame Keïta, qui a été conseillère en communication de Monsieur Abdourahmane Cissé au ministère du Budget de 2014 à 2016. Comble de... Une chose est sûre, les décisions actuelles pourraient peser lourd sur 2030. Est-ce que sanctionner les candidats indépendants est une bonne stratégie selon toi? Laisse ton avis en commentaire et partage la vidéo.